Salut à tous, aujourd'hui on est avec Ilios Kotsou. Ilios, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Comment tu vas? Très bien, merci. Ilios, tu es chercheur, tu es également docteur en psychologie et tu t'es beaucoup intéressé à la question du bonheur et des émotions. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que c'est et on va voir aussi s'il y a un lien peut-être entre le bonheur et les émotions. Mais avant ça, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite également à vous inscrire à une session déclic. C'est un appel qui est offert, un appel qui vous permet d'avoir plus de clarté dans votre situation et peut-être d'avoir le déclic pour changer votre vie. Le lien se trouve sous la vidéo. Ok, donc Ilios, toi, tu es, comme on l'a dit, un docteur en psychologie. La question du bonheur et des émotions, c'est une question qui est pour toi fondamentale, importante. Pourquoi tu t'es intéressé à la question du bonheur depuis très jeune? Alors j'imagine que c'est un mélange de facteurs, une question de mon histoire de vie, au fond, de traverser des tempêtes et des orages de la vie m'ont montré chez moi et puis chez beaucoup de personnes autour de moi qu'est-ce que c'était que le contraire du bonheur. Donc j'étais bien exposé, moi, au contraire du bonheur, aux situations de manque, de difficulté, d'être sentir mis de côté, voilà, donc, par contraste, on va dire en creux. Je me suis bien rendu compte que un état de bien-être était une chose importante. Mais je pense qu'il est important pour chacune et chacun d'entre nous, au fond, quoi que l'on dise, peu importe le nom qu'on lui donne, hein. C'est pour ça que dans la Grèce antique, Aristote disait déjà que le bonheur, c'est le souverain bien. Que si on interroge n'importe laquelle d'entre nous et qu'on lui dit, mais pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi interroges-tu des personnes sur ta chaîne YouTube? Et toi, pourquoi réponds-tu à ces interrogations sur la chaîne YouTube? Et qu'on disait, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'ai envie de partager un contenu intéressant avec mes abonnés. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi et pourquoi? La question des questions, la réponse finale, d'après Aristote, serait que ça nous amène à nous sentir bien. Au fond, le bonheur, peu importe comment on le nomme, sinon on ne le ferait pas, au fond. Et donc, c'est pour ça que c'est un bien souverain. Et c'est une question légitime, je crois, même si parfois on s'en moque, même si parfois on tourne la question du bonheur de manière un peu réductrice à une question auto-centrée, nombriliste. Au fond, c'est pas ça. C'est nous toutes, quelque part, dans cet appel à une vie plus épanouie. Et évidemment, je crois que quand on va bien, cet appel à la vie plus épanouie, plus ouverte, plus vivante, je pense que c'est ça ton travail aussi, non? C'est aider les personnes à aller là. On y intègre les autres. Nous sommes des animaux sociaux et bien évidemment qu'on n'imagine pas, sauf quand on va très mal, un bonheur pour soi tout seul. Ça ne serait pas le bonheur d'ailleurs. Le bonheur, c'est une question partagée pour nous toutes. C'est une question d'échange, de partage et de lien, évidemment. Et donc, nous vivons aussi des états affectifs. Le bonheur, en partie, on peut ressentir, non, ce que c'est? On peut ressentir un sentiment de plénitude ou un sentiment de manque. On peut sentir un sentiment où on se sent vraiment bien à sa place, au bon endroit, ou un sentiment où on se sent complètement décalé. Donc, c'est une question d'état. Et notre vie émotionnelle peut être quelque chose qui vient obscurcir la manière dont on se sent, dont on est à la vie, ou qui peut venir l'éclairer. Et donc, c'est en ça, je crois, que les émotions sont importantes. Elles peuvent être des guides ou alors de terribles dictateurs qui nous entraînent parfois dans les chemins qui ne nous conviennent pas. Ben, on va parler justement des émotions. Alors, c'est très intéressant, ta première réponse est très, très complète et du coup, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu as dites. Parce qu'effectivement, tu vois, aujourd'hui, en tant que coach, j'accompagne les gens, si tu veux, à trouver le sens de leur vie et ça passe beaucoup par, effectivement, changer de vie. Ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter une situation personnelle qui correspond plus. Ça va être beaucoup, évidemment, sur le changement. Parce que effectivement la question du bonheur est derrière ça, c'est-à-dire que les personnes se sentent plus heureuses. Et donc, la question que moi, je me pose, c'est finalement, est-ce que pour être heureux, il suffit, entre guillemets, d'être à sa place, c'est-à-dire de faire ce qui a du sens pour soi, que ce soit des interviews, que ce soit faire des conférences, faire des recherches, quel que soit finalement ce que c'est, la danse, du sport, enfin, peu importe. Est-ce que c'est ça qui permet de se sentir réellement heureux ou pour toi, enfin, tu as déjà répondu sur beaucoup d'aspects. Ça peut être plein de choses, le bonheur, mais pour toi, ce serait quoi, en fait, qui rend réellement un être humain Mais je heureux. crois que c'est une question fondamentale.
à laquelle qui est là, c'est ça, c'est la question du sens au fond. Et la question du sens, on peut donner plein de sens différents. Il y a le Mhm. sens en termes de direction, hein, quelle est ma boussole en fait? Qu'est-ce qui me gouverne? Vers où est-ce que je vais? Il y a le sens en termes de signification, qu'est-ce que ça représente pour moi, ce que je vis, et ainsi de suite. Et puis il y a le sens en termes de sensation. Qu'est-ce que vraiment de sensation? Et les trois, il y en a sûrement plein d'autres, sont des vecteurs voilà, d'une vie épanouie. Si je suis constamment ailleurs du moment, de ce moment-ci, si je passe à côté du moment que je passe avec les gens importants pour moi, mes amis, mes conjoints, mes enfants, et ainsi de suite, si je passe à côté du repas que je suis en train de manger, de la boisson que je bois, si je ne suis jamais là, donc si je ne suis pas dans mes sens, les cinq portes de mes cinq sens, il est très peu probable que ma vie soit épanouie à long terme. Donc, cette question de sensorialité, elle fait partie de la vie. La méditation nous aide à ça aussi, hein, à dompter parfois cet esprit qui est toujours ailleurs que le moment présent. Mais le sens en termes de boussole, il est central, ce que tu fais avec les personnes avec qui tu travailles. Et on pourrait dire que, pour moi en tout cas, la vie heureuse, certainement, c'est la vie qui a du sens. C'est la vie où on a le sentiment qu'elle vaut la peine d'être vécue, euh, avec tout. Alors, bien sûr, ici, la place de laquelle je parle, hein, je suis une personne privilégiée dans un pays qui n'est pas en guerre, j'ai assez à manger, je sais même me chauffer pour l'instant encore. Donc c'est très important parce Pour l'instant, qu'évidemment, j'aime bien la pour précision, l'instant, oui, vu la mais ce n'est pas le situation. cas de tout le monde. Et donc, évidemment que cette question du sens est centrale. Et en même temps, bien sûr que nous avons besoin de conditions de vie décentes pour pouvoir nous épanouir. Donc, c'est pas pour enlever ça. Il y a des personnes extraordinaires, des femmes et des hommes qui, malgré le manque de ces conditions, ont réussi à avoir une vie qui a du sens. Mais voilà, on n'a Alors, pas non justement, plus. ouais, mais justement, c'est très Pardon. intéressant parce que tu vois, j'ai pu interviewer ton ami, je pense, Frédéric Lenoir, le philosophe. Et, Oui. je l'ai interviewé justement sur la question du bonheur aussi. Et lui, en fait, il disait que, enfin, il dit que le bonheur, ce serait, si je me souviens bien, à 50% de la génétique et que finalement, les facteurs extérieurs, donc c'est-à-dire bah, le fait de se chauffer, le pays en guerre, les conditions extérieures, donc ce serait que 10% du bonheur. Est-ce que tu approuves, entre guillemets, ça, ou est-ce que pour toi, c'est quand même le bonheur se trouve aussi dans les facteurs extérieurs et un peu plus que 10%? Moi, comme toujours, c'est toute une question de contexte et de nuances et que ça dépend. C'est très, très difficile de Généraliser. quantifier. Alors, bien sûr que Lubomirski, c'est une chercheuse sur le bonheur qui était à l'origine, je pense, elle, de cette tarte du bonheur. Alors, si on prend quelqu'un comme moi, Mhm. dans mes conditions de vie, évidemment qu'on pourrait dire, oui, le bonheur ne dépend pas ou peu des conditions extérieures. Alors, il y a une partie de génétique, certainement, hein, qui fait que je me réveille de bonne humeur le matin. Et puis, les conditions extérieures jouent assez peu parce qu'elles sont déjà favorables. Et donc, on le sait, je pense que chacune d'entre nous a déjà remarqué qu'il ne suffit pas d'avoir une maison chauffée, d'avoir un bon repas et même d'avoir des gens qui nous aiment pour être heureux et heureux. On peut avoir le sentiment que notre vie n'est pas épanouie du tout, qu'elle n'a pas de sens, alors combien ça? Donc, c'est très juste ce qui est dit là. Et en même temps, on ne pourrait pas dire la même chose de quelqu'un, voilà, on a eu des amis ici, réfugiés, qui passaient, à part le week-end, tous les jours à essayer de monter dans un camion pour atteindre l'Angleterre. Alors, Mhm. bien sûr qu'il y avait une volonté extrêmement forte. D'ailleurs, si j'avais la même volonté, moi, pour réaliser mes projets que ces amis irakiens, je crois que j'aurais fait beaucoup plus de choses dans la vie. Le courage qu'il faut pour se faire jeter du camion et jour après jour pendant des mois. Mais je ne dirais pas que pour des personnes dans ces cas-là, le bien-être dépend qu'à 10% de leurs conditions. Non. Alors bien sûr que malgré tout ça, il y a chez certaines personnes une flamme intérieure que les conditions extérieures n'arrivent pas à éteindre. Et en même temps, les conditions, elles comptent. Et je pense que c'est extrêmement important de le reconnaître, sinon on tombe dans un travers de nos sociétés qui est de mettre la responsabilité sur les individus. Je vais prendre un autre exemple, la situation des femmes dans nos sociétés. Alors heureusement qu'il y a eu des changements, et encore, il y a d'énormes inégalités. Et ces inégalités ne viennent pas du fait que les femmes ne prennent pas assez leur place, à mon avis en tout cas. Elles viennent parce que de manière structurelle, nos sociétés ont mis les femmes de côté et ont créé une structure de société dans laquelle elles ont plus difficile à avoir une place, elles sont moins invitées dans les médias. Tout est plus dur quand on est une femme. Et donc, il ne suffit pas après de dire, oui, mais bouge-toi, et puis tu vas y arriver, parce que l'ensemble, la structure sociale, voilà, à compétences égales, une femme va être moins payée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je crois que c'est toujours important de se dire, il faut des personnes qui font, je pense que tu fais, qui est comment est-ce qu'on va activer le potentiel infini de chacun d'entre nous qui est là, et en même temps, soyons lucides,
les conditions, elles comptent. Et il y a un très, très grand nombre de choses qui ne dépendent pas de nous. Beaucoup Mm. plus qu'on ne le pense. Et donc, il y a les structures, il y a le hasard aussi, peut-être, et tout ça, ça ne dépend pas de nous. À mon avis, hein, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. Tu me demandes mon avis, et Oui, je bien sûr. réponds à... Ça, c'est évident que c'est ton avis et ça t'appartient, hein. Chacun aura sa propre définition. Mais c'est vrai qu'on peut constater, tu vois, qu'il y a des personnes qui effectivement ont tout, entre guillemets, sur le papier pour être bien, qui ont plus que de quoi se loger, hein, qui ont vraiment des beaux endroits pour vivre, qui ont beaucoup d'argent, la santé, l'amour, et pour autant ne sont absolument pas heureuses, voire même dépressives, même suicidaires. Et tu en as d'autres que tu vois dans des pays un peu plus compliqués, en tout cas au niveau économique, qui pourtant ont beaucoup moins et qui pourtant rayonnent et ont plus de gratitude pour les choses. Et c'est ça qui est interpellant. Donc finalement, mais d'ailleurs, c'est partie de mes questions, hein, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus facilement sujet à certaines émotions qu'à d'autres? Certains vont être plus facilement dans la joie, dans la gratitude, d'autres plus facilement dans la colère. Pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Donc, il y a certainement une partie génétique, je suppose, mais au-delà de ça, Hmm. Alors, je pense qu'il y a, comme toujours, une, une, une partie génétique, bien sûr, qui on peut joue. travailler, Donc, on n'a pas j'espère. le... Pardon? On peut travailler, j'espère. On peut, On peut j'imagine. travailler, bien sûr. C'est ce qu'on voit, alors, ce qu'on appelle génétique. Il y a aussi la question, on voit aujourd'hui de l'expression des gènes, et qui est, on pourrait dire, c'est un petit peu comme si on avait un ensemble de voyants, d'ampoules lumineuses qui allaient s'allumer, qui sont ces configurations-là, mais qui ne s'allument pas indépendamment de l'environnement et de ce que l'on fait. Et donc, des pratiques comme la méditation et comme d'autres vont avoir un effet sur l'expression des gènes. Donc, même l'expression des gènes, on peut la moduler. Et il y a des études qui montrent que ça se module. Donc, on n'a pas reçu la même chose, mais on a une possibilité de faire avec différemment avec ce qu'on a reçu. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, il y a l'ensemble des expériences de vie, de l'éducation. On n'a pas toutes reçu le même apprentissage. On n'a pas reçu le même soutien. On n'a pas eu les mêmes modèles autour de nous. Et donc, celles et ceux d'entre nous qui ont vécu une structure de vie dans laquelle les émotions étaient très peu reconnues, avaient très peu de place, qui ont été traumatisées, et ainsi de suite, n'ont évidemment pas les mêmes conditions que quelqu'un qui a eu des modèles autour de lui, et ainsi de suite. On pourrait dire, moi je crois que c'est un petit peu comme une terre intérieure. Alors déjà, on ne choisit pas la terre, à mon avis, qu'on reçoit. Certaines sont pleines de cailloux. La mienne, il y avait quand même beaucoup de cailloux et sont un peu arides. Mais après, rien ne nous empêche d'enlever les cailloux et de la cultiver. Et puis, à côté de ça, il y a les gens autour de nous qui nous ont montré, qui nous ont tendu la main, qu'on a saisi ou pas. Et puis, il y a le temps. Peut-être qu'on a cultivé sa terre et puis vient la tempête qui arrache tout. Mais si on continue, qu'on connaît mieux sa terre intérieure et qu'on continue à la cultiver et à en prendre soin tous les jours, je suis convaincu que chacune d'entre nous peut y voir pousser quelque chose. Ce ne sera pas pareil, évidemment. On n'a pas toutes les mêmes facilités. Il y a des personnes qui viennent, qui balancent une poignée de graines, il y a tout qui pousse très rapidement. C'est comme ça. Ce qui n'était pas mon cas. Ce n'a jamais été mon cas. Donc, Alors justement, est-ce que tu peux nous partager, parce que c'est vrai que quand on te voit, tu as l'air rayonnant, tu as l'air heureux, plein de bonnes énergies. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, si tu le souhaites, hein, bah, un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a été compliqué pour toi en fait dans ton histoire? qu'est-ce qui a été compliqué pour moi? Je crois qu'il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus compliquées que la mienne, mais en même temps, voilà, j'ai grandi dans un environnement, dans un groupement sectaire où on faisait le bien des personnes contre leur gré, et donc où on décide en fait c'est quoi le bonheur, où il y a quelqu'un qui va décider ce qu'il faut faire, comment il faut penser, ce qu'il faut croire, et ainsi de suite. Et donc c'est une forme de prison dans laquelle on est mis. Et puis dans cet endroit aussi, j'ai vu beaucoup de personnes souffrir, j'ai vu ma mère beaucoup souffrir, et qui est décédée d'ailleurs lorsque j'avais 16 ans du cancer. Et donc, c'est un environnement de vie où, en même temps, en étant enfant, je crois comme tous les enfants, il y a cette force de vie qui nous pousse de l'avant, qui nous donne envie de découvrir, de goûter. Et puis, on est aussi comme des éponges qui prenons ce qui arrive autour de nous. Et donc, je crois que des relations que j'ai eues en étant jeune, il y a une force de vie qui était vraiment là. Et puis, en même temps, j'étais avec une grande blessure intérieure, une grande insécurité, un grand besoin de prouver des choses, une grande recherche d'affection qui, lorsqu'on est comme moi, euh, mu par des blessures dont je n'étais pas conscient, voilà, c'est pas toujours la meilleure manière pour trouver son équilibre. C'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Et puis après, c'est faire avec. Et si je reviens, je fais le lien à ça avec les émotions. J'avais vraiment beaucoup un peu comme des plaies à vif à l'intérieur, hein, toutes ces zones d'émotions qui avaient été activées,
notamment les souffrances d'enfance, le décès de ma mère, puis le décès de mon père l'année d'après. Et tout ça, j'en étais pas très conscient parce que c'était quelque chose qui était tellement fort, la blessure était tellement forte que de m'y confronter directement n'était pas possible. C'était trop, voilà, menaçant, trop douloureux pour moi. Et donc, j'avais besoin de mettre une forme de couvercle dessus. Mais quand on met un couvercle sur notre propre sensibilité, ça nous coupe quelque part de la boussole qui nous permet de nous diriger, puis ça nous coupe aussi des autres, puisque je crois que on rentre en lien avec l'autre davantage par nos fêlures, par nos blessures, par notre sensibilité, que par nos réussites ou par voilà, le fait de faire semblant que quelque chose va bien. L'armure, elle est parfois nécessaire, indispensable pour survivre, mais l'armure n'est pas très utile pour prendre quelqu'un dans ses bras. Et puis, à un moment où il faut traverser une rivière, l'armure, elle peut t'entraîner au fond. Et donc, voilà, j'étais là avec un tas d'armures, de boucliers, de tout ça dont j'avais besoin, mais qui se révélèrent aussi être vraiment pour moi des choses lourdes à porter. Ok, merci pour ton partage. Aujourd'hui, tu es heureux dans ta Alors, vie? c'est toujours une question de définition, hein. André Comte-Sponville parle de la vie en disant vers quoi on peut aller quand on va vers la sagesse, le maximum de bonheur avec le maximum de lucidité. Et je crois en tout cas, c'est quelque chose qui me guide. Comment est-ce qu'on peut avoir les yeux grands ouverts en regardant le monde, soi-même, tout ce qui se passe là. Donc, un regard lucide et en même temps, on peut avoir les yeux ouverts et le cœur ouvert aussi. Et dans ce sens-là, oui, j'ai le sentiment que ma vie vaut pleinement la peine d'être vécue. Je savoure tous les jours la chance immense que j'ai d'être ici, d'être invité, par exemple, par toi, de pouvoir parler, de partager ce qui m'anime, de me dire, tiens, je peux peut-être inspirer l'une ou l'autre personne à aller vers davantage de sérénité, d'équilibre. Donc, c'est un privilège immense. Et donc, je me réveille tous les jours très, 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 très conscient de tous les privilèges que j'ai. Et donc, c'est beaucoup de moments de joie, j'en ai vraiment beaucoup. C'est vraiment de joie dans ma famille, avec ma fille. Et puis après, pour être tout à fait honnête, j'ai plein de moments de contrariété dans ma vie aussi. Les Mhm. choses ne vont pas comme je voudrais. La personne qui doit finir l'endroit de la salle de méditation depuis un an ne vient pas. Elle a posé une vitre qui était fendue et fêlée, et puis ne me répond plus à mes téléphones. Parfois, moi, je ne réponds pas au téléphone non plus, hein. Je peux Et donc constater. voilà, c'est plein de choses qui ne vont pas comme je voudrais. Le monde, alors ça, je l'ai remarqué depuis longtemps, ne m'obéit pas. La vie ne m'obéit pas. Alors les gens qui pensent avoir trouvé une technique miracle parce qu'ils sont positifs, que le monde entier fait ce qu'ils ont envie, d'abord, chez moi, ça ne marche pas, donc j'y crois pas du tout. Mais ce à quoi je crois, c'est que si je peux vivre ouvert et disponible, eh bien, je peux aller bien, quand bien même il y a tout qui ne va pas comme j'aurais envie. Et moi, de toute façon, je suis convaincu que la vie, c'est une aventure qui ne va pas comme on aurait envie. Et donc, il y a des moments où tout s'aligne tout seul et savourons alors. Ça ne durera pas. Et puis, le reste de la vie, chez moi, la plus grande partie, ça grince. Mais c'est une vie très chouette, mais avec plein de petits endroits qui grincent. Et je crois ce à quoi je suis invité, c'est comment je continue à nourrir le positif, à regarder, à cultiver et à prendre soin de tout ce qui donne du sens à ma vie, quand bien même ça grince à côté. Parce que si je me laisse absorber par tous les grincements et par tout ce qui ne va pas, ma vie très vite va devenir infernale. Et moi, je vais devenir infernal pour toutes les personnes autour de moi. Je serai invivable. Donc, c'est comment j'accueille, j'accepte ce qui est inévitable et je nourris ce qui est positif. Et puis, après, il arrive des moments de la vie où il n'y a plus rien qui va. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, la bourrasque se transforme en tempête, en ouragan sur l'existence. Et là, la question, c'est comment je fais pour ne pas couler. Moi, je n'ai pas de technique magique. Je me dis, là, je me couche sur le pont du bateau et je me dis, tout va, tout passe. Et comme tout passe, à un moment, je peux me relever, reprendre la voile, regarder ma boussole et reguider le navire dans la bonne direction. Comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celle ou celui qui ne sait pas où il va. Et donc, tant que la boussole, je la regarde et que je l'ai bien, voilà, tant que je suis bien sensible à cette boussole, que sont les émotions, hein, cette boussole intérieure qui me dit, Ilios, est-ce que ta manière de naviguer est toujours en lien avec l'essentiel? Tu ne maîtrises rien, Ilios, ni la hauteur des vagues, ni la force du vent, ni la direction du vent, tout ça, ça ne dépend pas de toi. Mais tu peux regarder la boussole et tu peux apprendre à diriger les voiles. Et avec les années, je crois que j'ai pu apprendre à mieux connaître le vent. Un petit peu. Le vent intérieur et le vent du dehors aussi. Mhm. Beaucoup par la méditation. Tu as pu apprendre à te connaître et à te centrer peut-être par rapport à la méditation, avec la méditation. Oui, je crois que la méditation, toutes les approches de connaissance de soi, en tout cas, dont la méditation de pleine conscience est une très belle approche, je trouve, de connaissance de soi,
très pragmatique, très simple, qui nous invite à revenir dans notre corps, dans nos sens, à observer nos pensées, à regarder en fait comment fonctionne cette merveilleuse humaine, ce merveilleux humain que nous sommes. Et donc, d'une manière, je crois qu'il n'y a pas que cette connaissance de soi et cette présence en fait, hein, être davantage présent, davantage nous connaître, je crois qu'il y a aussi les autres et la vie. Et donc, je crois que les rencontres sont de merveilleuses maîtres, en fait. Les personnes que je rencontre, celles qui m'ont tendu la main, bien sûr, qui m'ont tellement aidé, mais toutes celles à qui ça s'est frotté, ça pique, et ainsi de suite. C'est à chaque fois l'occasion d'un apprentissage immense. Et je crois que c'est là, peut-être, avec la méditation, le facteur principal de connaissance. C'est comment j'apprends des frottements. Parce que ça frotte dès qu'il y a plus qu'une personne. Déjà, ça frotte avec moi tout seul, hein. Je peux me frotter avec moi-même, avec mes propres pensées et tout ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais avec les autres, ça frotte aussi. C'est ça la vie en groupe, dans un couple. Peut-être qu'il y a des personnes pour qui il n'y a pas de frottement. C'est pas le cas chez moi. Je n'y crois pas. Personne avec qui je vis. Je pense que tu Non, as j'y crois raison. vraiment pas non plus. Donc, bien sûr qu'on peut avoir une vie merveilleusement épanouie en couple avec quelqu'un à qui on est vraiment engagé. Mais en même temps, les frottements viendront. Parce que Mhm. nous avons des moments de vie différents, parce qu'il y a des états intérieurs différents, parce qu'on ne peut pas deviner les millions de secondes par lesquelles est passée l'autre personne. Mais quelle belle occasion d'apprendre. Et si ce n'était pas le cas, ça ne marcherait pas, en fait, pour moi. Donc, apprentissage. Et puis après, il y a les claques de la vie, les claques et les joies de la vie, les deux. Euh, voilà, tout ce qui nous arrive qu'on ne souhaite pas, occasion d'apprentissage. Et puis, et bien sûr, tout ce qui nous arrive et qui est bon et qui est magnifique, qui nous nourrit aussi. Merci en tout cas pour ce début d'interview qui est, je trouve, très riche. Très, très riche. On va parler maintenant si tu le veux bien, du moment présent. Tu vois, là, quand je suis avec toi, occupée par cette interview, je suis à 100% présente avec toi. Ce qui est d'ailleurs un indicateur que c'est quelque chose qu'on aime faire, je pense, quand on est vraiment dans ce qu'on fait. Mais c'est pas souvent le cas, c'est-à-dire que souvent, comme la plupart des êtres humains sur Terre, on est souvent dans le passé et souvent dans une projection du futur, bah, du coup qui n'est pas encore présente et parfois même négative, hein, on anticipe des choses de manière négative. Comment est-ce enfin, pourquoi notre esprit en fait vagabonde comme ça du futur au passé et qu'on est finalement peu dans le présent et dans ce qui se passe, selon toi? Alors, je crois que la capacité à voyager dans le temps, à partir dans le passé pour en retenir les leçons, à voyager dans le futur pour pouvoir préparer des choses, pour pouvoir imaginer des choses, pour pouvoir planifier des choses, ce sont des capacités merveilleuses au fond. C'est le fait de pouvoir nous abstraire d'une réalité sensible, directe, pour voyager, imaginer, elle est formidable. Après, la question, c'est ne sommes-nous pas parfois prisonnières de ça, d'une, d'un incroyable fonctionnement qui finit par fonctionner à nos dépens sans qu'on ait rien à lui dire. Et donc, pour finir, c'est notre tête, notre mental qui prend toute la place et qui décide. Et ça peut être très, très fatigant. Et puis, ça peut se retourner aussi contre nous. Lorsqu'on passe une grande partie de notre temps ailleurs que là où nous sommes, il y a plein de conséquences. Une conséquence, c'est que je passe à côté de moments importants de ma vie. La- la- on- Beaucoup d'entre nous ont l'impression que la vie passe. On pourrait retourner la proposition en disant c'est nous qui passons trop vite dans cette vie si courte, hein, qui peut, ça paraît comme un clin d'œil, non? Une vie d'une certaine manière. Et donc, comment est-ce qu'on peut habiter davantage avec présence cette existence pour ne pas se réveiller à un moment en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de cette vie? Je suis passé à côté sans être vraiment là. C'est Puis le il y a cas une de autre, beaucoup de personnes, hein. Ce qui est le pardon. cas ce qui est le cas enfin, il y a une étude qui a été faite sur les patients en fin de vie. Je ne sais pas si tu connais l'étude de Bronnie Ware, qui a donc accompagné, c'est une infirmière australienne qui a accompagné des patients en fin de vie. Et apparemment, 95% des personnes, donc 95 pour les Français, de personnes auraient des regrets à la fin de leur vie, justement, de l'ordre de, voilà, enfin, de choses qu'elles auraient voulu faire, qu'elles n'ont pas faites par peur du regard des autres, par peur de se tromper, d'échouer, de ne pas être aimé, d'être ridicule. Enfin, donc, apparemment, ce serait quelque chose d'assez courant d'avoir malheureusement Hmm. des regrets de ce Oui. qu'on n'a pas fait. Tout à fait. Donc, ce qu'on a et qui viennent, parce qu'une partie des choses, on ne peut pas les savoir, mais qui viennent du fait de ne pas avoir été là, en fait. Si j'ai pas vraiment été là, j'ai pas été à l'écoute, peut-être à l'écoute de la voix intérieure qui me disait ce qui était important, la direction vers laquelle aller, puis à l'écoute de ma sensibilité qui me disait peut-être de prendre soin, d'être à l'écoute des autres autour de moi. Donc, bien sûr que ça peut amener beaucoup, beaucoup de regrets.
Et puis le fait de ne pas pouvoir être là, lucide et regarder les choses en face, fait que lorsqu'il y a une difficulté, je suis aussi moins amène d'y répondre. Si mon esprit est moins clair, je peux moins, de manière moins juste, faire face aux difficultés de la vie. Et il y a aussi quelque chose un- on va dire c'est pas un concept, le mot que je voulais utiliser, mais c'est un élément très important dans la méditation qui est développer une capacité de liberté. Et la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes ailleurs, nous sommes sous mode de pilote automatique, au fond. On réagit aux choses, on réagit à la vie, on réagit aux difficultés avec un mélange de comportements anciens, de nos peurs, de nos désirs, de ce qu'on a appris, et qui, lorsqu'on est stressé, tendu, nous ramène souvent vers nos habitudes, bref, notre zone de survie. C'est rarement ce qui est bon, c'est rarement ce qui est créatif. Et pouvoir développer cette capacité de flexibilité, grâce notamment à la méditation, nous permet dans une situation difficile, non pas de réagir de manière automatique, mais ce qu'on appelle de répondre. Répondre, ça serait, je suis capable de manière lucide d'être là, de regarder les choses clairement et de choisir l'action la plus adaptée en fonction d'une part de mon environnement intérieur, de ce qui est important pour moi, de mes valeurs, et d'autre part en fonction du contexte à l'extérieur. Chaque contexte est différent et demande une réponse différente. Parce que je suis sous pilote automatique, je ne suis ni adapté au contexte et souvent ni adapté à ce qui est important pour moi. Et donc, ça peut faire de drôles de dégâts. Ne soyons pas non plus, euh, on va dire, trop exigeants envers nous-mêmes. Je ne pense pas que nous puissions être tout à fait libres. Et donc, comment faire pour revenir davantage là? Mais je crois, on peut s'entraîner. Une des manières, c'est de s'entraîner. Donc, il y a différentes pratiques, hein, notamment les pratiques méditatives, qui nous proposent simplement de constater à quel point nous sommes souvent agités, absentes, et devoir s'entraîner à revenir. De Mhm. manière toute simple, parfois, hein. La respiration est là, euh, mon esprit par ailleurs, je reviens à la respiration. Mais ça peut être aussi la personne à qui je suis est là, mon esprit par ailleurs, prépare une réponse ou est déjà dans autre chose, je reviens vraiment là. Et notre corps est vraiment quelle belle présence que celle du corps pour nous rappeler d'être là. Être dans nos pieds, être dans nos mains, être dans notre respiration. Et donc, c'est une invitation, en fait, à habiter davantage la vie. C'est ce que disait Christian Bobin. Il disait que si on voulait transmettre quelque chose dans la vie, c'était par la présence bien plus que par la langue ou par la parole. Et donc, celles et ceux d'entre nous qui veulent aussi transmettre quelque chose dans la vie, c'est davantage en étant là, tout simplement. On sait que nos enfants apprennent davantage de ce que l'on vit avec eux que de ce qu'on leur raconte, par exemple. Et donc, Mhm. Tout à fait, tout à fait. Donc pour revenir finalement dans le moment présent, c'est la respiration. Donc si je prends le temps d'inspirer et d'expirer et que je me centre sur ça, sur l'inspiration et l'expiration, du coup, ça me ramène en fait, naturellement. oui, on pourrait dire que c'est comme un fil hein, qui relie le corps, le souffle est comme le fil qui relie le corps et l'esprit et qui nous permet d'habiter davantage le- 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 l'instant où nous sommes. Mais après ça, tout nous ramène à l'instant présent. Si lorsque je vais manger quelque chose de bon, même de pas bon, mais c'est plus facile avec ce qui est bon, je peux prendre le temps d'être vraiment là, avec ce morceau de chocolat, y être vraiment, avec ce, ce, ce verre de café, cette tasse de café, est-ce que je peux être vraiment là? Quand je regarde quelque chose, est-ce que je peux vraiment regarder, vraiment goûter, vraiment entendre, vraiment sentir? Et donc, tout nous invite en fait, tout est une possibilité de nous ramener ici et maintenant. Et c'est ça le bonheur pour toi, être ici et maintenant et apprécier ce qu'on vit? Alors, je ne sais pas si c'est ça le bonheur, mais en tout cas, j'ai l'impression, à chacun et chacune, de voir ça, mais j'ai l'impression que lorsque nous pensons, nous, chacun, chacune, au moment précieux de la vie, c'est des moments où nous étions là. Si je pense à un coucher de soleil devant l'océan, à la voûte étoilée, c'est parce que j'étais là. Si je suis sous la voûte étoilée, mais que ma tête, elle est quelque part dans un bureau en ville parce que j'ai un problème, je ne sais pas si on peut dire que c'est un moment épanouissant. Les moments avec des gens que nous aimons, ce sont des moments importants parce que nous étions vraiment là. Mhm. Je ne sais pas si c'est pareil euh, pour toi, pour chacune d'entre nous, mais j'ai l'impression que oui, c'est un des ingrédients. Et donc, il y a bien sûr l'ingrédient dont on a parlé qui est, est-ce que ces choses ont du sens? Est-ce que j'incarne au présent ce qui est important? Mais pour pouvoir le faire, me semble-t-il, il est important d'être là. Même le futur le plus extraordinaire ne se construit-il pas au présent? Et donc être capable de regarder où je mets les pieds, oui, je peux avoir envie de monter sur la montagne, et c'est génial d'avoir un cap parce que ça me met en route,
Mais après, si je ne regarde pas là où je mets les pieds, je risque un accident. Et puis, si je ne regarde pas les copines et les copains, je vais y arriver tout seul et ce ne sera pas très agréable. Et donc, comment est-ce que je prends soin du chemin? C'est ça, au fond. Comment est-ce que je marche, qui est davantage, le bonheur est certainement davantage dans la manière dont je marche que dans l'arrivée au sommet, Mhm. en tout cas. Ok. Justement, donc les émotions, c'est aussi un sujet dont tu as fait beaucoup de recherches, apparemment. En tout cas, ça t'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire à quoi ça sert nos émotions et est-ce qu'on pourrait vivre sans au final? En tout cas, d'après les recherches scientifiques, ça semble pas D'abord, tout le monde a des émotions. Donc même les gens qui disent il ou elle n'a pas d'émotions, ils en ont. Quand on voit les personnes qui sont très fort coupées de leurs émotions et donc qui ont une grande difficulté à identifier, à nommer des sentiments, ce sont des personnes qui ont des vies personnelles moins riches, qui ont plus de difficultés interpersonnelles, qui sont davantage à burn-out au travail et qui, d'après une étude dans le nord de l'Europe, vivent moins longtemps. Donc c'est pas très souhaitable. Et quand on pense même à des personnes qui ont des atteintes, à des zones neuroanatomiques qui sont liées au contact avec les émotions, on voit qu'elles prennent significativement de moins bonnes décisions dans la vie, y compris les décisions considérées comme étant rationnelles, reliées à l'argent, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, c'est pas très souhaitable de vivre coupé de nos émotions. La vision qu'on avait avant comme l'émotion qui était quelque chose de féminin et qui venait troubler la raison qui était quelque chose de masculin, il fallait absolument la raison, c'était ce qu'il fallait atteindre. Elle a vraiment été battue en brèche par les recherches et aujourd'hui la vision que l'on a, c'est plutôt les émotions font partie de la raison. C'est bien sûr que dépassé par nos émotions, notre raison est aveuglée, mais coupé de nos émotions, notre raison est aveugle. On ne voit pas sans émotion. On ne sait pas ce qui est important sans émotion. La boussole intérieure fonctionne par nos émotions. Nos émotions sont des marqueurs de ce qui est important. Et donc, elles nous indiquent bien sûr le point qui fait parfois mal, mais il fait mal parce que c'est important, parce que perdre quelque chose de précieux, on perd quelque chose d'important, mais c'est important de le savoir. Et je pense que ce à quoi nous sommes peut-être invités, c'est de ne pas rester fixé sur le côté douloureux et difficile, mais de retourner cette pièce et de voir si quelque chose me fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose d'important duquel je peux prendre soin. Donc, comment je retourne la pièce? Alors, là où c'est compliqué, c'est que euh, si les émotions me renseignent sur ce qui est important et me permettent de mieux me protéger, de mieux prendre soin et ainsi de suite, parfois le système peut se dérégler, un peu comme le système immunitaire peut se dérégler. Et donc, les réactions inflammatoires, elles sont là pour protéger, mais quand ça se dérègle, pour finir, l'inflammation se déclenche n'importe quand, et c'est plus vraiment, d'abord, c'est négatif pour le système, mais en plus, on n'y comprend plus rien. Et donc, il vaut mieux prendre soin de notre écosystème émotionnel sans attendre qu'on aille très mal. Il vaut mieux visiter le jardin intérieur quand on va pas trop mal, c'est mieux. Sinon, quand tout est déréglé, voilà, il y a toujours des personnes, on peut aller chez des professionnels pour nous aider, évidemment, à nous y retrouver, et c'est important de le faire, mais on peut aussi, tant que tout n'est pas complètement, voilà, sens dessus dessous, prendre soin de cette vie émotionnelle, prendre soin de l'écosystème émotionnel, et en prendre soin, c'est prendre soin de tout. C'est pas juste dire, moi, je veux que la joie, le contentement et la gaieté, mais la tristesse et la jalousie dehors. Ça marche pas. Un écosystème en bonne santé, il y a de tout, mais c'est comment je rentre en relation avec tout sans être dépassé par mes émotions. Mhm. Ça faisait justement partie des questions que je voulais te poser. Dans le panel des émotions, on a notamment la colère. Et certaines personnes vont être plus sujettes à être dans la joie, dans la gratitude, comme je disais tout à l'heure, mais d'autres plus dans la colère. Comment est-ce que on peut maîtriser ça? Parce que tu vois, quand on est en colère, on a juste envie de l'exprimer, en fait, hein. C'est comme un feu à Mhm. l'intérieur, voilà, qui demande qu'à s'exprimer, sauf que bien souvent, on regrette après, parce qu'en fait, on est aveuglé justement par cette colère. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait justement, entre guillemets, maîtriser cette colère, euh, l'apprivoiser, en fait, Oui, d'avoir apprivoiser, le... je crois que c'est le bon mot. Je pense qu'il y a plein de pistes et elles sont différentes en fonction de différents contextes. Mais là, une première piste, c'est connaître. Et Mhm, donc, pour apprivoiser, il faut connaître. Le petit prince, lorsqu'il va apprivoiser le renard, il faut s'en approcher. Peu à peu, prendre le temps pour le rencontrer. Et donc, c'est apprendre à connaître notre vie intérieure, apprendre à détecter plus vite
les moments où tout à coup, j'ai laissé quelque chose dépasser mes limites. Parce que la colère, ça peut être un signe de dire, voilà, tes limites ont été franchies, là, il y a un stop, non? Et Mhm. donc, il y a une réaction et peut-être une motivation à aller contre ce qui nous semble injuste, à renverser la barrière de quelque chose qui nous semble pas au bon endroit. Donc, le fait de le savoir permet de nous connaître un peu mieux et de ne pas attendre déjà que la colère ait déjà été enclenchée, le cheval sauvage est déjà en train de ruer, c'est un petit peu tard pour pouvoir en faire quelque chose. Si je peux sentir quand il est déjà en train de bouger, je me dis, tiens, c'est intéressant. Ça me dit quoi? Ce sont mes limites. Est-ce que je peux les poser plus souvent, plus rapidement, même sans le dire, mais est-ce que je peux en prendre conscience? Déjà, c'est une bonne chose par rapport à la colère. Il y a aussi une question qui est de se dire, est-ce que je peux réhabiliter l'idée que la colère est une émotion positive aussi dans certains contextes? Ça peut être une énergie qui me permet de lutter contre l'injustice, par exemple. Et donc, cette énergie elle-même, elle peut être utile. Elle est très destructrice lorsqu'elle prend le pouvoir sur moi. C'est ce que tu as dit, non? Elle me fait dire des choses que je regrette, faire des choses que je regrette peut-être, mais l'énergie en elle-même est utile. Elle peut me servir de moteur pour pouvoir à mettre au service ce qui est important. Bien sûr, quand elle est apprivoisée, sinon elle fait des dégâts. Une deuxième chose. Une troisième, c'est dans cette connaissance de soi, je crois qu'il faut à nouveau nous montrer humbles et savoir où sont nos limites. Et nous dire, tiens, ici, parce que je me connais mieux, je sens que ça monte, je sais qu'à un moment, je ne maîtrise plus, donc je vais arrêter la discussion là. Je vais mettre ma tête en dessous de l'eau froide s'il faut. Je vais aller crier s'il faut quelque part et je reviens lorsque je me comprendrai mieux. Ça sera davantage apaisé. Là, je pourrais me dire, tiens, au fond, ça dit quoi? De quoi je peux prendre soin, où est la limite, et ainsi de suite. Mais lorsque voilà, la colère est déjà trop loin et qu'elle a pris le pouvoir sur nous, c'est plus difficile, évidemment, parce que nos émotions ont un sens. Mhm. Et lorsque je suis en colère, ça réduit mon champ attentionnel, ça va faire baisser mon niveau de tolérance. Et au fond, qu'est-ce que je vais voir? Tout comme un obstacle, quelque part. Je vais voir n'importe quelle réaction pour finir devant moi, va nourrir encore ma colère, comme un cycle, une boucle un peu vicieuse. Et Mhm. donc, c'est important de le savoir pour pas prendre une décision dans ce moment-là, de ne pas me laisser emporter en me disant, tiens, je me connais, je sais dans ces moments-là que je peux dire et faire des choses qui ne sont pas adaptées, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre un pause, je vais arrêter, je vais retrancher un petit peu pour pouvoir après utiliser l'énergie positive de la colère à mon service, au service qui est important et pas contre moi. Mhm. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une émotion, mais l'anxiété, euh, c'est une forme d'émotion. Bien Quand, sûr, quand on est assez anxieux, euh, de par les situations extérieures, de par, ou parce que, je ne sais pas, hein, enfin, pour plein de raisons, est-ce que c'est quelque chose qui peut se transformer? Parce que tu disais que en début d'interview, que tu étais assez anxieux quand tu étais plus jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Et est-ce que du coup, on peut travailler sur cette anxiété? Et si oui, ben, de nouveau, comment? alors, alors c'est juste des mots, mais souvent, quand on parle d'émotion, on parle de peur pour l'émotion qui est plus courte, plus forte. Et la peur, souvent, on l'utilise pour parler de quelque chose, un danger qui est qui va arriver, qui est plutôt visible. On a peur d'une menace d'un chien qui vient vers nous, on voit ses crocs et on en a peur. Alors que l'anxiété, c'est souvent un sentiment qu'on a par rapport à quelque chose qui n'est pas encore là. Mhm. Et donc, on peut être extrêmement anxieux pour des choses qui n'arriveront jamais. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand la machine s'emballe, elle est là pour nous aider et pour vérifier les risques, mais lorsque la machine à résoudre les problèmes ici se met à avoir peur de tout, et donc à être anxieux, c'est pas vraiment utile non plus. Et là, même chose avec l'anxiété, ça réduit le champ attentionnel, ça nous met en mémoire uniquement des situations difficiles, bien sûr, pour essayer de trouver une solution. Et ça change nos buts, ça change tout. Et donc c'est problématique. Là encore, on peut apprivoiser notre anxiété, on peut apprendre à mieux se connaître. Et puis, c'est important aussi, juste avant d'aller dans l'apprivoiser, de se rendre compte qu'il y a des anxiétés pour lesquelles il y a des bonnes raisons d'être anxieuse et anxieux. Euh, on parle d'éco-anxiété. On pourrait parler d'éco-peur peut-être plutôt, parce que c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on est sûr que rien ne va arriver. Si on lit un peu la science, il y a plutôt de très bonnes raisons d'avoir peur pour la situation du climat et des humaines et des humains qui souffrent déjà aujourd'hui des conséquences. Donc, souvent, nos émotions sont plus intelligentes que ce qu'on veut bien penser. Alors, comme toujours, être dépassé, terrorisé, paralysé par l'anxiété n'est souhaitable pour personne. En être coupé n'est peut-être pas la manière la plus intelligente de vivre. Et Mhm. donc, comment est-ce que je peux apprendre à fréquenter mon anxiété, pouvoir m'apaiser lorsque je suis anxieuse et pouvoir faire la part des choses entre ce que ma tête imagine et me rendre compte que si je suis de nature plutôt à voir les risques, ma tête imagine toujours 1000 fois plus que ce qui va arriver.
Et donc, je peux le savoir et dire à ma tête, ah, ça va, je sais, tu veux me protéger. Et donc, avoir cette forme parfois de dialogue intérieur intelligent où on ne croit pas tout ce que notre tête nous raconte. Oui, parce que c'est ça Notre aussi, c'est tête, elle se trompe. c'est bien souvent une projection. Enfin, toi, tu différencies. Bon, c'est vrai que la peur et l'anxiété, c'est deux choses différentes qui sont quand même dans la même famille au final, hein. Oui, bien sûr. Mais au final, c'est vrai qu'on projette, que ce soit les peurs ou l'anxiété, c'est souvent c'est jamais dans le passé, c'est des projections du futur qui sont Oui. négatives. Et c'est vrai qu'en soi, je sais plus, enfin, on disait que apparemment 98% des peurs sont illusoires, n'arriveront jamais. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'on peut projeter beaucoup de choses qui n'arrivent jamais. Mais est-ce que ça suffit du coup à se calmer et à se remettre dans son centre? Alors, est-ce que 98% de nos peurs sont illusoires? Donc, les peurs, a priori, pour moi, c'est pour un vrai danger. L'anxiété, est-ce que Mhm. 98% des anxiétés sont illusoires? Je ne sais pas. Je crois que ça dépend tellement des contextes. Donc, ça peut être culpabilisant de penser ça. Oui. Et donc, oui, il y a un système de survie, d'alarme, c'est utile, comme la douleur est utile. Sans douleur, on ne saurait pas où là, il faudrait prendre soin. Et donc, l'anxiété comme la douleur est utile. Euh, alors, évidemment, une grande partie de nos peurs sont liées aux autres et au regard des autres. La Oui. peur du regard des autres, non, la peur du rejet, la peur d'être stigmatisé, mais on est parfois stigmatisé, la peur d'être rejeté, et donc la peur de décevoir, et ainsi de suite. Et donc, comment peut-on, voilà, à nouveau mieux se connaître, tant que ce n'est pas complètement déréglé, où on a besoin de quelqu'un, bien sûr, parfois, d'aller chez quelqu'un, mais si ce n'est pas le cas, c'est à nouveau une question de connaissance de soi, et peut-être j'ai l'impression aussi de comprendre que certains parmi nous sont plutôt de tel ou tel type de fonctionnement. Et si je sais que mon mental a tendance à flamber à la moindre situation et à partir dans l'anxiété, le fait de le savoir me permet de prendre du recul plus facilement. Je sais que c'est pas toujours vrai de ce que raconte ma tête. Je sais qu'il y a des moments où je peux prendre du recul, je peux la laisser parler toute seule, et puis je peux trouver aussi des moyens dans l'apprivoiser. Ça peut être la méditation, ça peut être le sport, ça peut être le contact avec la nature, ça peut être écrire un journal personnel où je note ce que ma tête me raconte. Ça me permet de tout à coup, en le lisant, de prendre du recul et de ne pas me laisser complètement emporter. Et donc, à chacun, chacune de trouver les pistes qui vont me permettre de rentrer en relation avec ça différemment, sans être à nouveau le jouet, sans être prisonnier de... Quand la peur est là, l'anxiété est là, qu'elle vit avec moi en bonne entente, c'est très bien. Le problème, c'est quand c'est elle qui dirige ma vie. C'est Mhm. problématique, évidemment. On finit par être tellement terrorisé par notre anxiété qu'on a peur d'avoir peur. Alors là, évidemment, Oui, ça devient terrible. c'est difficile. Oui, et c'est très difficile à vivre et c'est souvent très mal compris par l'entourage. Hein, ou un monde volontariste, on voudrait que les gens se prennent en main et tout à coup, alors que ça ne marche pas comme ça, en fait. Lorsque le système lui-même est pris par l'anxiété, on ne voit que le danger. C'est pas qu'on choisit de le faire. C'est comme ça, c'est ce qui nous apparaît. Et Mhm. donc, on a besoin de temps voilà, pour aller. Une plante, elle ne pousse pas toute seule. Il faut du temps, je crois, pour cultiver le jardin. Alors, ce que je voulais te poser comme dernière question, je pense que ce sera la dernière question, c'était justement la question du bonheur. Et si, de nouveau, hein, c'est le sujet un peu central de l'interview, si tout le monde peut être heureux, peu importe les circonstances de sa vie, et si ça peut se transformer. Parce que ça devient de plus en plus connu maintenant que c'est pas tant les événements qu'on vit, on y revient un peu hein, de ce qu'on avait vu au début, mais c'est pas tant les événements qu'on vit, mais c'est la façon dont on perçoit les choses. On peut vivre les choses on peut percevoir les choses de manière différente et l'événement reste le même. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'une personne euh, qui va avoir du sens dans l'événement qu'il a vécu, le vivra beaucoup mieux que quelqu'un qui ne va pas forcément comprendre le sens ou en tout cas ne va pas avoir de sens derrière ça, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais du coup, est-ce que Oui, la perception qu'on a sur la situation peut vraiment influencer notre état interne, selon toi? notre regard, bien sûr, change notre état interne et le regard qu'on porte sur les événements, sur nous-mêmes et sur la vie, change notre perception de nous-mêmes, des autres et de la vie. C'est une évidence. Et c'est très juste, me semble-t-il. Et donc, il y a une invitation, me semble-t-il, à changer de regard. Non pas qu'il y aurait un seul regard, le bon regard du bonheur, mais plutôt que si je suis capable de regarder la situation de mille manières différentes, eh bien, j'aurai beaucoup plus de possibilités pour faire face aux situations difficiles que si j'ai qu'une seule manière de le faire, et surtout cette manière, elle m'emprisonne. Mais de toute façon, une seule manière, c'est toujours une prison. Dans un monde qui change tout le temps,
nous sommes invités aussi à être flexibles. Et donc, je crois qu'il y a de ça. Après, à nouveau, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'on n'est pas tout égal. L'endroit dans lequel où l'on est né, les conditions socio-économiques, le genre. Voilà, si je suis une femme réfugiée du Soudan, je ne sais pas dire que c'est les mêmes possibilités que pour quelqu'un ici, voilà, un homme de la classe moyenne européen, c'est pas la même chose. Donc, je crois que c'est toujours important de prendre les deux, de ne pas exclure quelque chose et d'éviter des modes de pensée trop simplistes, de garder la nuance. Je pense que la nuance, elle est tellement importante. La nuance, elle nous parle de cette capacité à être flexible à l'intérieur, être flexible avec nos émotions, de pouvoir toutes les accueillir, de pouvoir nous promener dans ces différentes euh, dimensions de la vie intérieure. Je pense que c'est tellement important la flexibilité, mais aussi la diversité. Cette diversité. Donc, un regard qui est flexible, un regard qui est divers, et certainement voilà, quelque chose qui est favorable à notre sérénité. Et puis, évidemment, on peut aussi toujours se rappeler cette fameuse prière de la sérénité de Marc Aurèle, euh, qui nous dit, bien sûr, puissais-je avoir la force de supporter ou d'accepter tout ce qui ne peut pas être changé dans la vie, qui ne dépend pas de moi. Puissais-je aussi avoir le courage, ce courage-là de pouvoir continuer à me tenir debout et à agir et à changer ce qui peut être changé. Et la sagesse de pouvoir savoir la différence entre les deux. Distinguer les Et deux. dans ce cas, alors voilà, je peux marcher peut-être sur le chemin de la vie avec ses douleurs et ses joies, avec les orages et les arcs-en-ciel, et cultiver ce sentiment qu'elle vaut pleinement la peine d'être vécue. En tout cas, merci infiniment, Elios, pour cette belle interview. La conclusion est vraiment très, très belle. J'aime beaucoup ces citations du coup de, de Marc Aurèle. Où est-ce que les personnes peuvent te suivre si elles te découvrent, qu'elles ont envie de suivre ce que tu fais, ce que tu partages? Alors, elles peuvent aller sur la page Facebook à mon nom, où Mhm. souvent je mets un petit mot, où je donne de l'info sur les activités. Et elles peuvent aller voir aussi sur la page d'Émergence, une association que j'ai co-créée avec Caroline, donc Emergences. Voilà, Ok, Émergence ASBL, qui est une association. Voilà ce qui est possible à faire. super. Mais encore une fois, merci infiniment pour cette interview. J'espère qu'elle vous a plu, autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas évidemment à la partager aux gens que vous aimez, aux gens autour de vous, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, partout où vous voulez. Mettez-nous aussi en commentaire vos questions, vos réflexions, ce qui se passe pour vous. Moi, ça m'intéresse beaucoup de vous lire. C'est important d'ailleurs pour moi d'avoir vos retours. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien évidemment, mettez un petit pouce pour me le dire, pour nous le dire, parce que c'est important aussi de savoir que bah, ça plaît et pour qu'on puisse aussi continuer dans ce sens. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres interviews.